je le reconnais lui. C'est Papy Greg. Mais il a pas l'air en super forme. Il se passe quoi? Oh, tu sais, il en a gros sur le cœur là. Madame Pop est partie? Ah, trop bien, on va lui présenter Tata Nicole. Mais non, c'est juste qu'il vient de tourner la page sur 19 ans de sa vie. Tim Duncan a pris sa retraite. Tu connais? Ah bah bien sûr, attends. C'est pas celui qui sortait avec... Ah non, les tabloïds, c'est pas trop le genre du bonhomme. Il était plutôt du style à empiler les records et les titres, sans jamais chercher à se faire remarquer. Pas se faire remarquer. N'empêche qu'il est au bord des larmes là, Papy Greg. Alors si elle est trop triste, ton histoire, j'en veux pas. Elle est pas triste leur histoire, elle est même magnifique. Tiens allez, laisse-moi te raconter tout ça. Doit-on vraiment croire que notre destin est écrit ? Que chaque événement triste ou joyeux qui nous arrive est une fatalité, un fait inévitable qui va influencer la suite de notre existence ? Est-ce que le fait de tenir une promesse coûte que coûte peut changer notre avenir ? C'est le quart d'heure philo là ou quoi ? Oui, un peu. Mais tu sais, parfois, les grandes histoires tiennent à peu de choses quand on y regarde de plus près. Et les Spurs de Tim Duncan en sont l'exemple parfait. Mais pour bien comprendre tout ça, revenons un peu en arrière. Voilà. Bienvenue en septembre 1989. Wow, trop cool! Attends, je sors mon Walkman et mon bandana rose. Ouais, mollo sur 89 tout de même. À l'époque, les Spurs ne sont pas encore tout à fait les Spurs. Greg Popovich n'en est encore qu'un assistant coach et leur armoire à trophées est absolument vide. Le grand, le beau, l'amiral David Robinson s'est enfin décidé à quitter la Navy et se prépare pour débuter sous les couleurs noires et blanches. Il est attendu aussi intensément que fébrilement par toute la Spurs Nation. L'objectif est clair, passer un cap et aller chercher le titre suprême. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître en ce mois de septembre 89, c'est à environ 3500 km de là, aux îles Vierges, que se jouera le futur des Spurs. Et je te préviens, on n'est pas sur du léger là en termes de story. C'est un ouragan, le très violent Hugo, qui saccage tout sur son passage, dévastant par la même occasion les infrastructures dans lesquelles un certain Timothy Theodore Duncan, petit Prussien de 13 ans, pratique ses 8 km de nage quotidienne. Car oui, il faut que je te dise qu'à cette époque, le petit Duncan est promis à un très grand avenir olympique en natation. Regarde, c'est lui là, sur la photo. Il est mignon, mais pourquoi il a arrêté s'il était si doué? Je te la fais courte, mais quand pour t'entraîner, tu n'as plus de piscine et que l'océan et ses requins c'est pas trop ton truc, bah forcément, tu envisages de faire autre chose de tes journées. Et cette autre chose sera... Jouer à la Nintendo 64. Oui, aussi c'est vrai, mais ce sera surtout le basket. Tim se passionne alors de plus en plus pour la balle orange. Il a déjà presque 14 ans, mais son père décide immédiatement de le soutenir en lui installant un panier rigoureusement hissé à 3,05 m du sol. Oui, chez les Duncan, on ne rigole pas avec les fondamentaux. Et à peine 6 mois plus tard, le destin s'en mêle une nouvelle fois, dans des circonstances encore plus douloureuses pour le petit Timmy. La veille de son 14e anniversaire, il doit affronter le décès de sa maman des suites d'un cancer. Sur le lit de mort de leur mère, Duncan et ses sœurs lui font la promesse d'obtenir leur diplôme universitaire quoi qu'il arrive. Le genre de promesse que l'on tient forcément, de celle qui change une destinée. Car grâce à ses aptitudes physiques bien au-dessus de la moyenne et aux conseils avisés de son beau-frère, Tim devient rapidement le meilleur basketteur des Caraïbes. Toutes les facs le veulent, et il choisira Wake Forest où il va tout casser et ainsi forcer son destin à se mettre en marche. Mais alors que tous les scouts NBA bavent sur son potentiel et qu'il est attendu au premier choix, il refusera de se présenter à la draft en 95, puis en 96, pour honorer sa promesse et finir son cursus universitaire. Et bien lui en prendra, car pendant toute cette période, tout va plutôt bien chez les Spurs. Robinson les hisse de plus en plus haut, mais pas tout en haut, et au cours de l'exercice 96-97, coup de tonnerre, l'amiral se blesse. Il ne jouera que 6 matchs au cours de la saison. Cela fait plonger les Texans dans une saison noire qui les verra finir la régulière avec seulement 20 victoires. Devenu entre-temps general manager, Greg Popovich décide qu'il faut faire quelque chose. Il vire coach Bob Hill pour tout simplement s'auto-embaucher sur le banc. Ah bah quand t'es le patron, tu fais ce que tu veux. Et t'as raison, Pop. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Les Spurs terminent donc tant bien que mal cette saison moribonde. Et contre toute attente, le soir de la loterie de draft, il déjoue les probabilités et grille la politesse aux Celtics en obtenant le fameux first pick. Sans déconner, les types sont des modèles de régularité au haut niveau. Et l'année où ils se foirent et braquent le premier choix, Tim Duncan est disponible. Le destin parfois. Le Pop, qui n'en demandait pas tant, prend immédiatement son billet d'avion pour Sainte-Croix. 3 jours avec Tim pour faire connaissance, s'assurer qu'ils sont bien sur la même longueur d'onde et confirmer ce que tout le monde sait déjà. With the first pick in the 1997 NBA draft, the San Antonio Spurs select Tim Duncan
from Wake Forest University. Voilà comment ce bon Timmy est entré dans la famille Spurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'y est vite senti à l'aise. So, Pop, all I've heard from since I've gotten here was that you're going to trade me. That's all I've heard for the last 20 minutes. Derrière les mines réjouies et cette complicité naissante, les Blancs et Noirs n'ont probablement pas encore conscience qu'ils viennent tout simplement de récupérer le meilleur ailier fort de l'histoire. Oui, parfaitement, le meilleur, le plus complet, le plus discret, le plus efficace, le coéquipier idéal, le franchise player que tout entraîneur recherche. Pas charismatique pour un sou, mais tellement iconique. Et sur les parquets NBA, en cette saison 97-98, il n'a pas fallu bien longtemps pour se rendre compte que Timmy était très fort. Le rookie du mois, c'est Timmy, et puis tous les mois. Instantanément, Duncan va donner une toute autre consistance à cette escouade texane armée désormais de ses Twin Towers. Forcément, un rookie qui envoie 21 points, 12 rebonds, 2,5 comptes de moyenne et 57 double-double, ça change la donne. Rookie de l'année donc, c'est une évidence, mais aussi All NBA First Team s'il vous plaît. Allez Shaq et Karl, va falloir se pousser un peu pour accueillir le petit nouveau. Bon, en play-off, le Jazz de Stockton et Malone s'avérera bien trop fort et les Spurs devront s'incliner en demi-finale de conférence. Mais de toute façon au bout, il y avait les taureaux d'un Jordan bien décidé à ne pas rater sa sortie et son dernier shoot sous le maillot des Bulls. L'année suivante, malgré un lockout monstre qui obligera la NBA à ne faire commencer sa saison qu'en février 99, les Spurs pleins d'autorité gagnent 37 de leurs 50 rencontres et débarquent en play-off avec une équipe qui est désormais une véritable machine de guerre. Faut dire qu'une raquette Duncan Robinson sur demi-terrain, c'est du genre dominant, très dominant même. Et le demi-terrain dans les années 90, c'est pas forcément très exaltant, mais c'est incontournable. Timmy n'est donc encore que sophomore, mais cela n'empêche pas de proposer une campagne de post-season à plus de 23 points et 11 rebonds, qui verra San Antonio atteindre les finales pour la première fois de son histoire, avec seulement une défaite lors des 3 premiers tours. Inarrêtable le TGV texan. Cette ultime série sera à sens unique. En l'absence de Pat Ewing, le manque de taille des Knicks est juste insurmontable. Et il va être exploité à fond par un Duncan déjà tout aussi calme que sans pitié. Plus de 27 points, 14 rebonds et 2 comptes de moyenne pour l'ailier fort qui sera MVP de ces finales. Les Spurs entrent enfin dans la cour des grands, dans le cercle des franchises titrées. David Robinson est aux anges, lui qui court après cette bague depuis maintenant 10 ans. Et ce bijou, ce sacre, c'est un sophomore d'à peine 23 ans qui le lui offre sur un plateau. C'est pas rien ça quand même. Au-delà de toute cette liesse texane, qui est donc un aboutissement pour certains, nous ne venons en fait d'assister qu'au premier grand fait d'armes du duo Duncan-Popovich. Il faut dire que d'entrée, Tim a montré qu'il avait tout l'arsenal d'un monstre des parquets. Déjà, parlons de la panoplie offensive de notre ami Timothy. Et comment ne pas débuter par ce shoot à 45 avec la planche, qui est clairement sa signature. Ouais, c'est à lui. Ah, c'est pas beau, c'est du basket de grand-père, mais c'est simple, propre, sans paillettes et ça fait mouche. Un paraphe à l'image du bonhomme en fait. Il en a planté des tonnes de cette manière, mais sans jamais en abuser. Et surtout pas dans les moments décisifs, où il savait très souvent faire le bon choix et user de sa palette plus que complète. Bah ouais, c'est Tim Duncan quoi. L'efficacité avant tout. Et des cordes à son arc, c'est pas ce qui lui manque. À mi-distance par exemple, ce n'est pas très gracieux certes, la gestuelle est peu orthodoxe, mais là encore, ça rentre, et avec un pourcentage de réussite tout à fait honnête. Au poste bas, il y a ces petits hooks des deux mains. Ça n'a l'air de rien, mais ça demande du toucher et beaucoup de boulot ce genre de shoot. Même si ça suffit pas toujours. Ah, allez, on y reviendra plus tard. Et puis, il y a tous ces moves, ce footwork varié, cette vision qui lui permet de distribuer dans de bonnes conditions aux joueurs ouverts ou au moindre de ses coéquipiers ayant la bonne idée de couper. Et Dieu sait qu'il y en a eu au fil des saisons chez les Spurs, avec Greg le stratège aux commandes. Hein, Tony ? Hein, Manu ? Allez, Kawhi. Bon ok, je crois qu'on a compris. Enfin, n'oublions pas que le monsieur n'a pas toujours été ce vieux grisonnant en galère devant les petits jeunes voulant lui piquer sa place comme nous l'avons connu en fin de carrière. Duncan en a écrasé du monde. Pas le plus aérien des intérieurs, ni le plus véloce, mais tout de même doté d'une bonne détente, histoire de se faire respecter dans les airs et de punir les défenseurs qui se risquent à tenter de lui refuser l'accès au cercle. Et puis c'est pas Amaré qui va nous contredire, ni notre pote Robert. Ou Bigal et Millsap qui ne peuvent faire que de la figuration sur ce coup. Même Big Ben se fait remettre les pendules à l'heure. Oh, ce petit départ à 45 quand le gars s'attend au shoot, ça marche plutôt bien. Surtout quand il lui fait la complète là. Hein mon Birdman ? Le cuir dans le nez, démarrage et poster. Et puis, c'est pas comme s'il travaillait que d'un côté du terrain, notre ami au numéro 21. Parce qu'en défense aussi, que ce soit au poste 4 ou au poste 5, oui, il peut clairement jouer sur les deux indifféremment, Timmy est un grand maniaque. Même s'il peut parfois paraître nonchalant, Tim est long, puissant, plutôt
autocollant et dur sur l'homme. Et sous ses airs polis et amicaux, avec ses 2 m 11 et ses 113 kg de muscles, peu tatoués mais très affûtés, il est une sorte de défenseur quasi ultime qui a laissé une empreinte de géant dans les livres statistiques de la NBA. Au contre, il est juste le plus prolifique de l'histoire en play-off et 5e en saison régulière. Voilà. Parfaitement placé, très concentré et solide comme un roc, on a l'impression que Timmy a un pouvoir qui lui permet de toujours se retrouver sur le chemin des gars qui voulaient attaquer son cercle. Et avec cette faculté bien pratique tout de même, on ne compte plus les fois où on l'a vu en patron soulager ses coéquipiers. Ah non Harden, pas cette fois. Et avec plus de 15 000 rebonds en régulière, on peut vraiment dire qu'il les a soulagés plus d'une fois. Tout comme en play-off, où il est le 3e all-time pour ce qui est de la cueillette sous les cercles. Un monstre, je te dis. En fait, Timmy est un gars qui trash talk l'opposant, mais en silence, sans jamais le laisser s'installer dans un match. Un gars qui peut priver de rebond n'importe qui conteste chacune des tentatives de tir ou de prise de position au poste bas de son adversaire direct. Un gars dont le physique était une arme, mais dont le mental, la régularité, la volonté et l'intelligence sont des modèles pour tous les jeunes qui veulent réussir sur un parquet. La preuve, et c'est le genre de choses qui ne trompe pas, même au fil des années, quand sa mobilité et ses aptitudes aériennes se sont réduites, Timmy est resté un défenseur de premier plan grâce à sa science du jeu qui lui a permis de continuer à peser. Et si au cours de sa carrière nous n'avons pas souvent vu Duncan s'énerver, s'enflammer ou simplement serrer le poing sur un parquet, il n'en reste pas moins un modèle de détermination, d'envie de vaincre et de réussite par le travail et les fondamentaux. Oui, The Big Fundamental, Monsieur Tim Duncan, c'est bien lui. Bonjour la palette de 2 heures. J'espère qu'il a pas gagné trop de titres, parce que sinon on n'est pas couché. En fait si, mais pas tout de suite. Car si les Spurs viennent de monter sur le toit de la NBA, il n'est pas si facile d'y rester. David Robinson commence à être sur le déclin, ce qui n'empêche pas Timmy et sa bande d'enfiler des saisons très sérieuses à largement plus de 50 victoires. Mais comme avant ce premier titre, il tombe à chaque fois sur un os. Et parfois, même 2. Comme en 2001 ou en 2002, où il se heurte au duo des Lakers composé du très gros Shaq et de Kobe avec son numéro 8 et des cheveux. Oui, alors justement, en parlant de... Je sais. On fera une version longue pour le Shaq, il mérite trop. En 2003, c'est mine de rien une équipe des Spurs déjà bien remodelée qui se présente. Parce que Pop et le front office de San Antonio n'ont pas chômé pour préparer l'avenir et le départ de l'amiral. Bon, avec pas grand chose, vu leur bilan chaque année à plus de victoires que Tata Nicole n'a de bigoudi le dimanche matin. Bon, comment ils ont fait alors ? Ils ont suivi à la lettre les consignes de... La recette est très simple. D'abord en 99, tu draftes Manu Ginobili en fin de 2e tour quand tout le monde commence à partir parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. T'as vu ? Il n'y a même pas sa photo. Tu le feras signer 2 ans plus tard pour un quignon de pain, facile. En 2000, grâce à ton aura et au projet que tu proposes, tu annihiles toute envie de départ de ta star montante. Non, mais imaginez Tim Duncan à Orlando, c'est juste pas possible en fait. Et pour finir, en 2001, tu as le nez pour te saisir du Frenchie Tony Parker, dont personne ne voulait avant la fin de premier tour. Ouais, tranquille, en 28e position. Et voilà notre Timmy, désormais entouré de 2 fabuleux lieutenants, qui sortent certes de nulle part, mais dont les rôles vont s'avérer cruciaux dès 2003. Saison qui s'annonce particulière, car David Robinson vient d'annoncer que ce sera sa dernière. Et dans la famille Spurs, quand un monument est sur le point de partir, on fait tout pour que le pot de départ soit bien réussi. D'autant plus qu'ils ont les armes pour ça. Duncan est dans son prime, et alors qu'il vient d'être MVP de saison régulière pour la 2e fois d'affilée, les Spurs arrivent en play-off avec une seule ambition, le titre. Ils vont effacer tour à tour les Suns, les Lakers puis les Mavs à l'ouest, pour retrouver les Nets en finale NBA. L'escouade du New Jersey, portée par un Jason Kidd de feu bien que trop légèrement entouré, va résister comme elle pourra, mais les Texans seront sans pitié et ne rateront pas l'occasion d'ajouter un 2e titre à leur palmarès. Pauvre tonton Jason. Ah bah faut dire qu'emmener aussi loin une équipe coachée par Byron Scott et ayant comme raquette titulaire la paire Kenyon Martin-Jason Collins, c'était un sacré tour de magie. Attention petit numéro 35, tu risques de te faire enrhumer très fort. Et voilà. Très costaud défensivement et appliqué en attaque, les hommes de Greg Popovich étaient tout simplement trop forts. D'autant plus avec ce Duncan monstrueux au milieu. Oui, monstrueux. Enfin, si vous avez un autre terme pour définir la ligne de stats du garçon sur cette série, allez-y. 24 points, 17 rebonds, plus de 5 passes décisives, plus de 5 comptes de moyenne sur les 6 rencontres. Pourtant, lors du dernier match, les Spurs ont dû cravacher et sont revenus de loin dans le dernier quart. Tu vois là, il y a 63-72, c'est désagréable quand même. Et bah là, il y a 82-72, c'est quand même beaucoup mieux. Oui, un run de 19-0, orchestré autour d'une véritable boucherie défensive puisque les Nets ne marqueront pas pendant plus de 5 minutes. Et dans ce match décisif, l'ami Timmy compilera l'une des perfs les plus complètes de l'histoire des finales NBA, avec 21 points, 20 rebonds, 10 offrandes aux copains et 8 contre. Le bonhomme est au bord du quadruple-double,
Mais ce qui compte vraiment à cet instant, c'est cette passation de pouvoir magnifique entre lui et son aîné David Robinson, qui peut donc partir en retraite serein, avec 2 bagues. L'amiral s'en va. San Antonio pleure, mais de joie, et sait que l'avenir sera radieux avec ce Tim Duncan qui semble être un cadeau tout droit venu du ciel. Timmy, you're my man. Hey. Have any of you guys ever got on your knees and prayed really hard for something? That was my answer to prayer right there. Un avenir radieux, oui, mais pas tout rose non plus. La saison suivante, les Spurs dominent, font leur petit bout de chemin tranquillement en régulière, 57 victoires sans trop forcer et des playoffs assurés. En demi-finale de conférence, ce sont encore les Lakers qui sont sur la route des champions en titre. Shaq et Kobe sont toujours là, mais Gary Payton et Karl Malone sont venus jouer les chasseurs de bagues pour former un sacré quatuor. Tout semble pourtant bien parti du côté de San Antonio. Mais après avoir mené 2-0 dans la série, les Spurs se font remonter à 2 partout et c'est au Texas que se déroulera un Game 5 qui s'annonce sous très haute tension. Et on peut dire qu'il a tenu toutes ses promesses ce match. Car quand à 20 secondes de la fin, le score reste coaché à seulement 71-70, je crois qu'on peut parler de très très haute tension. La rencontre deviendra même épique quand à 11 secondes de la fin, le Mamba redonne l'avantage aux siens. Ah, Kobe, il est clutch quand même. Les Angelinos mènent 72-71. L'atmosphère est devenue tout simplement irrespirable. S'ensuit une action foirée et les Spurs se retrouvent avec une remise en jeu à effectuer et à peine plus de 5 secondes avant le gong final. La balle arrive dans les mains de Duncan. Shaq est dans son short, mais Timmy ne se démonte pas. Il se retourne, envoie une petite feinte, 2 dribbles sur sa gauche et finit par shooter. Ficelle. Là, c'est tout le Texas qui explose et pense avoir gagné ce 5e match que l'on sait si décisif. Mais il reste 4 dixièmes sur l'horloge. Et on peut en faire des choses en 4 dixièmes en basket. En tout cas, Derek Fisher peut planter ce genre de tir. Oui, voilà, c'est de la chance. C'est envoyé n'importe comment, mais c'est un game winner. Le genre dont on ne se remet pas et qui signale la fin de l'aventure pour Tim et les siens, qui perdront le match suivant à Los Angeles. Tu joues les Lakers de Shaq, Kobe, Karl Malone, Gary Payton en play-off. Tu es bien, et c'est Derek Fisher qui te poignarde au buzzer. Cette tristesse. Difficile de faire plus dur à avaler, croit-on sur le moment. Mais les Spurs ne vont pas se laisser abattre et revenir très revanchards la saison suivante. Malgré la belle dose de talent pur et de culot apportée par un Parker et un Ginobili qui sont désormais titulaires indiscutables, le jeu texan est toujours aussi lent façon 90s, très défensif et un peu austère offensivement. Et c'est là qu'est tout le génie de Greg le Papy. Il n'a pas hésité à titulariser Tony P dès sa première saison, tout en le préservant dans certains moments chauds pour le faire grandir petit à petit. Sur cet exercice 2004-2005, le Français commence à avoir de plus en plus les clés du camion. Pop positionne à côté de lui Ginobili qui rentre d'une campagne olympique fabuleuse. Il est probablement le meilleur basketteur non-américain de la planète à cette époque. Avec Timmy qui reste le patron et Robert qui sort du banc, l'équilibre est parfait. D'ailleurs, la régulière est avalée d'une traite avec 59 victoires. En play-off, les Texans ne font pas de détails et expédient tous leurs adversaires, même les Suns du MVP Nash en finale de conférence. 4-1. Steve le Canadien et son pote Stoud ont été énormes, mais les Cactus n'ont rien pu faire face à ce rouleau compresseur guidé par un Duncan envoyant plus de 27 points et 14 rebonds sur la série et accompagné d'un Gino de gala et d'un Tony en mode mobile. Les finales seront inoubliables face aux Pistons champions en titre. Il faudra 7 matchs aux Spurs pour arracher une bague, la 3e d'un Duncan à nouveau MVP des finales. Les deux Wallace lui auront mené la vie dure sur les parquets, mais Manu sera magnifique. L'ami Robert, comme à son habitude, clutchissime, et le numéro 21, le boss, aura pesé tout son poids. Lourd, car battre ses Pistons à leur propre jeu, celui de la dureté et du collectif, il fallait le faire. Après l'échec de 2004, les Spurs semblent repartis pour dominer outrageusement à la suite de ce très gros succès. Ils déboulent en play-off en 2006 avec le meilleur bilan de l'Ouest, 63 victoires. Mais en demi-finale, tout ne se passe pas comme prévu contre les Mavs du Grand Dirk. Les Spurs mènent pourtant de 3 points à 20 secondes de la fin du Game 7. Mais c'est cet instant que ce diable de Ginobili va choisir pour faire faute sur Nowitzki alors qu'il a les 2 mains dans le cercle. Pas très malin tout ça. On peut même dire que c'est tout en haut sur l'échelle de la faute impardonnable. Une action à 3 points pour le Grand Blond et prolongation arrachée pour les Mavs, qui en sortiront vainqueurs. Alors Timmy,
Ça fait quoi de voir tes 41 points et 15 rebonds jetés à la poubelle d'un coup par ton pote argentin ? Bah pas grand chose visiblement, et l'accolade entre légendes sera sincère. Quelle classe ce team quand même. Il faudra donc revenir pour les Spurs. Et c'est ce qu'ils vont faire tout de suite, en 2007, qui sera l'année de Tony Parker, le lieutenant, le petit frère. C'est là que Timmy est devenu encore plus grand. C'est là qu'il a proposé un niveau de partage et de collectif jamais vu chez une star d'un tel calibre. Sans hésiter, et alors qu'il venait tout juste d'arriver à la trentaine, il a aussi commencé à jouer pivot de manière continue, car le tempo du jeu NBA était de plus en plus élevé. Pop, tout comme Timmy, savait que pour durer, Duncan devrait désormais occuper le poste 5. Dans ce rôle, Tim envoie une nouvelle saison en double-double point rebond, sa 10e d'affilée. Il règne sur la raquette texane, tout en laissant Parker s'occuper de diriger l'attaque. Et là encore, ça marche. Ça enquille les succès en régulière et ça se retrouve en play-off. L'Ouest ne résistera pas à ce San Antonio rééquilibré, très déterminé et parfois vicieux. Non, ça c'est pas bien, Robert. Et symbole de tout cela, en finale, c'est bien Tony qui mène la danse et sera MVP pour avoir organisé le sweep retentissant des Cavs d'un LeBron James esselé et camisolé par un infirmier très dur sur l'homme du nom de Bruce Bowen. Voilà, 4e titre, ça commence à être très sérieux. C'est indiscutable, les Spurs ont désormais un Big Three composé de Tony, Manu et Timmy. Mais si ce trio fonctionne si bien, c'est avant tout parce que Timmy partage, Timmy encadre, Timmy montre sur le terrain la voie tracée sur le tableau noir par Greg Popovich. Cette propension à penser à l'équipe bien avant de penser à lui n'est pas sans rappeler une autre icône de la NBA, Monsieur Bill Russell. Et ce dernier lui rendra d'ailleurs un hommage plus que poignant. Absolutely. The day after he died, his wife called me and said, I want you to be a pallbearer at Jackie's funeral. I said, of course. I said, but could I ask why? Why me? And she said, you were Jackie's favorite athlete. And because the way you conducted, cool. huh? That's pretty cool. And I feel the same way about you. Wow. Tout cela n'empêche pas l'équipe de connaître 5 années de légère disette. Oui, légère la disette, car Tim continue de proposer des exercices en gros double-double de moyenne, ou quasi, et les saisons à 50 victoires minimum continuent de s'enchaîner. C'est juste qu'en post-season, encore une fois, ça ne passe plus les finales de conférence, ça craque même parfois au premier tour. Pour autant, en bon père de famille, Pop s'attelle à poursuivre la mutation. Il sait que même en pivot, Duncan ne sera pas éternel. Il sent aussi que la ligue est en train de changer, que les Spurs vont devoir se montrer capables de jouer de plus en plus vite, de plus shooter à 3 points, de profiter de leurs grosses aptitudes défensives pour jouer en transition plus souvent. Et si l'armoire à trophées ne se remplit plus, la construction, elle, ne s'arrête à aucun moment. Surtout pas le soir de la draft 2011, quand le front office des Spurs a la bonne idée d'échanger George Hill contre un petit jeune qui vient d'être sélectionné en 15e position par les Pacers, un certain Kawhi Leonard. Sur le coup, certains observateurs tiquent, mais l'avenir va encore une fois donner raison à Pop et au general manager R.C. Buford. Non, franchement, ils ont un don ces mecs. Petit à petit, armé de ce nouvel ajout, l'équipe se réinvente une nouvelle fois et se met à jouer un basket bien plus équilibré entre défense et attaque. Solide sans ballon, collectif et huilé avec la balle. Ils impressionnent et on se dit chaque année que l'heure des Spurs ne peut que revenir. Et puis arrive la saison 2012-2013. 58 succès sur l'exercice, classique. Et des playoffs impeccablement maîtrisés à l'ouest pour retrouver les finales. 6 ans déjà après leur dernière participation, les voilà prêts à se frotter au Heat champion en titre. King James, Dwayne Wade, Chris Bosh et toute leur clique comptent bien récidiver et s'offrir une deuxième bague d'affilée. Mais les Spurs ont faim. La série est très disputée. À 2 partout, Duncan et les siens gagneront le match 5 pour faire basculer la série à 3-2. À une petite victoire du sacre final, on se dit que ça commence à sentir très bon là. Et plus encore au cours du Game 6 qui se déroule à Miami, pendant lequel ils font parfaitement le job, menant de 10 points à l'entrée du dernier quart. Et même si au fil des minutes, LeBron James passe en mode King, portant le Heat sur ses larges épaules, les Spurs ont encore 2 unités d'avance à moins de 20 secondes du bonheur. Et Kawhi a 2 lancers. Non, vraiment là, on ne voit pas comment ils peuvent laisser filer cette victoire. L'ailier texan rate le premier. Gros coup de stress là quand même. Mais Pop a confiance en son joueur pour mettre le second, et il sait que Miami va devoir jouer le 3 points dans la foulée. Il décide donc de faire entrer Boris Dio à la place de Tim Duncan, pour lui éviter d'avoir à suivre Chris Bosh derrière l'arc sur la possession suivante. L'idée semble logique d'un point de vue tactique, mais la balle orange est parfois si cruelle. Chalmers remonte le ballon au pas de course et cherche LeBron, forcément.
James va rater son tir, mais c'est Bosh qui va ramasser ce rebond. La suite, personne n'a pu l'oublier. Un des plus gros 3 points de tous les temps en finale NBA. Fisher à côté finalement, c'était une balade en forêt. Côté Spurs, on se demande encore certainement si Timmy n'aurait pas clos l'affaire en attrapant ce rebond. Mais on ne le saura jamais. Égalité, prolongation, la série vient de basculer. Les Spurs ont loupé le coche et le Heat fera le back-to-back. Frustration immense, horreur. Pour la première et la seule fois de sa carrière, Tim Duncan vient de perdre en finale. Le groupe est sous le choc, abasourdi. Mais dès la fin de l'été suivant, le Pop décide de prendre les choses en main. C'est ainsi que Tim et sa bande se retrouvent à préparer la saison qui arrive dans un camp militaire, histoire de revenir aux bases sûrement. Le coup de massue des dernières finales fut rude, mais ces Spurs vont se montrer vraiment hors normes. Ils vont revenir bien déterminés à prendre les 82 matchs de la saison régulière, un par un pour retrouver les finales. Et avec la manière en plus, car si Tim a désormais 37 ans, il en aura même 38 pendant les playoffs, le show auquel il va avoir l'opportunité de participer sur la saison 2013-2014 n'est finalement que la continuité logique de toutes les années qu'il vient de passer sur les parquets, sous le commandement de Popovich le sorcier. Devenus de plus en plus offensifs pour suivre la tendance imposée par les meilleures équipes de la Grande Ligue, les Spurs vont écraser tout ce qui bouge en régulière. Résultat, 62 victoires. L'équipe est désormais un fabuleux collectif offensif. Tim est vieux, mais il est encore tellement utile des deux côtés du terrain qu'il est toujours un titulaire indiscutable de la meilleure équipe NBA. Celle qui pratique le plus beau jeu. Celle qui va dominer en play-off tous les adversaires qui vont lui être proposés tour après tour, avec un Duncan à plus de 16 points et plus de 9 rebonds de moyenne sur la campagne. Oui, on a bien dit 38 ans. Et lors des finales où les Spurs retrouvent le Heat surmotivé d'un King en quête de sweep-it, Timmy sera un des piliers de la démonstration collective envoyée par les siens. Un basket magnifique, impeccablement huilé. Une véritable leçon à chaque match avec une circulation de balles au summum de l'efficacité et du spectacle. Un jeu digne du Showtime des Lakers de Magic. 5 petits matchs suffiront pour se débarrasser de Miami sans la moindre discussion. Voilà certainement un des plus grands aboutissements de l'ère Popovich-Duncan. Leur grand point d'orgue, un 5e titre, 15 ans après le premier. Un titre d'une saveur incomparable pour ces deux-là, qui au fil des ans ont noué une relation bien plus profonde que celle d'un simple coach à son franchise player. Et en ce soir de juin 2014, Timmy sait que sa carrière touche à sa fin, que sa boucle est presque bouclée et de la plus belle des manières. Son émotion fait d'ailleurs plaisir à voir. Great coaching, persistence, drive, love for the game. We remember what happened last year and how it felt in that locker room, and we used it and built on it, and got back here, and it's amazing. It makes last year okay. Ce titre met en avant la continuité d'un groupe, là où tant d'autres auraient favorisé les revendications égotiques de leur star déclinante. Au contraire, les Spurs ont facilité l'ascension ultra rapide d'un Kawhi Leonard MVP des finales et qui est désormais le représentant de l'avenir à San Antonio. Un avenir dont l'immense Timmy ne fait malheureusement plus partie. Il restera encore 2 saisons dans le roster des Spurs, il aura même 40 ans sur les parquets NBA pendant les playoffs 2016. Mais l'été suivant, loin de toute hystérie médiatique, Duncan annonce qu'il tire sa révérence, simplement, sans faire de bruit. Les hommages affluent bien entendu, tous plus poignants les uns que les autres, pour vanter les mérites de celui qui, malgré les succès, malgré la renommée, a toujours su rester fidèle à lui-même et a laissé derrière lui un héritage immense et une véritable dynastie. And for that, I'm really thankful because you allowed me to coach the team. If your superstar can take a little hit now and then, everybody else can shut the hell up and fall in line. And that man did that for me. Oui, les Spurs de Tim Duncan sont une dynastie. N'en déplaise à ces quelques détracteurs qui n'ont pour seul argument que l'absence de back-to-back. De sa draft à sa retraite, les Texans n'ont réalisé aucune saison sous les 60% de victoires, ne manquant jamais les playoffs dans lesquels le bonhomme compte 151 matchs gagnés. C'est faramineux, et c'est plus que 22 franchises dans l'histoire NBA. Et que dire du fait qu'ils ont réussi à changer de style et de philosophie de jeu plusieurs fois dans ces années de domination, pour parvenir à gagner 5 titres étalés sur 3 décennies. Mais au-delà des titres, au-delà des soirs de victoire comme ceux de défaite, au-delà de tout l'aspect sportif,
c'est aussi une leçon de vie et d'humilité que le grand Timmy nous a offerte. Celle d'un coéquipier modèle qui, en entrant dans la Grande Ligue, voulait juste faire de son mieux. Une superstar d'un autre genre qui a seulement cherché à s'améliorer jour après jour dans l'unique but de faire ce que l'on attendait de lui. Du mieux qu'il le pouvait, sans jamais rien imposer ou revendiquer, sans jamais user de son statut. Et même si on se console comme on peut, en se disant qu'il nous reste toujours les copains Greg, Tony, Manu, Kawhi, accompagnés de tous les autres pour faire perdurer ce fabuleux collectif, puis passer le flambeau comme Tim a si bien su le faire, on ne peut s'empêcher de se dire que quelque part, sans lui et sa présence rassurante dans la raquette noire et blanche, la NBA ne sera plus jamais tout à fait la même. Listen now while I tell you about my final romance. How I loved my little baby. This is the most important comment that I can make about Tim Duncan, that I can honestly say to Mr. and Mrs. Duncan who have passed, that man right there is exactly the same person now as he was when he walked in the door.